Bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'ai deux petites communications à faire. La première, c'est au sujet de la série de rattrapage de ce samedi, qui sera de nouveau en ligne, parce que toutes les salles seront occupées pour une autre manifestation. Donc ce qu'on va faire, c'est que les assistants, je vais leur demander, comme la dernière fois, d'établir des liens Zoom qui seront sur le Moodle. Et si vous désirez vous connecter, vous êtes les bienvenus, évidemment. Donc entre 11h et 13h, tout en sachant que dans l'horaire officiel, c'est 11h30, 13h. Deuxième communication, je vous demanderai de quitter l'auditoire rapidement à 10h, parce qu'à 10h15, il y a un examen qui aura lieu ici. Et donc, le temps de préparer, mon collègue qui me succédera aimerait bien qu'il ait tout le temps possible pour pouvoir maximiser le temps de l'examen. Donc, je ne répondrai pas aux questions à 10h. Par contre, je monterai dans l'auditoire, je sortirai par en haut. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à venir vers moi juste à la sortie de l'auditoire. Voilà. Donc, mardi, on a commencé le chapitre qui concerne les coordonnées polaires, sphériques et cylindriques. On va continuer et terminer aujourd'hui. Et donc, on avait commencé dans un système qui était à 2 dimensions pour se simplifier la vie, un système dans lequel on décidait de paramétriser la position d'un point P, non pas par ses coordonnées cartésiennes, qui seraient x et y, dans un système de coordonnées orthonormées formé par l'origine, le vecteur de base EX et le vecteur de base EY, mais on s'était dit, on va paramétriser ça avec la distance qui relie l'origine O au point P. Donc en d'autres termes, c'est la norme du vecteur OP, cette grandeur R, et l'angle que le vecteur OP fait avec l'horizontale, l'angle θ. Alors évidemment, ces deux grandeurs, R et θ, ce sont des fonctions du temps, on est bien d'accord, puisque si je regarde l'évolution du point P, un moment ultérieur, il sera peut-être à cet endroit, et donc il sera caractérisé par un autre R et un autre θ. Ça, c'est une chose qui est importante. L'autre chose qui était importante, c'était qu'on avait construit un système de coordonnées, un repère, tel que le vecteur ER soit tel que si je me déplace le long de ER, je reste à un θ constant. C'est ce qu'on appelle une ligne de coordonnées. Et ça nous avait donc amené à définir le vecteur de base ER comme un vecteur qui est radial, qui passerait dont le support passe par l'origine. Et puis le vecteur Eθ, c'est celui qui serait tangent à la ligne de coordonnées en R. Donc la ligne de coordonnées en R, c'est ce cercle. Pourquoi? Parce que sur ce cercle, R est une constante, il y a uniquement l'angle θ qui varie. Et comme un vecteur ne peut pas être courbe, on a choisi un vecteur qui est tangent et perpendiculaire à ER. Et dans ce système de coordonnées, on repère le point P, le vecteur OP. Ce vecteur, vous voyez qu'il a une seule composante qui est parallèle à ER et qui vaut R. Donc, ça c'est la manière de représenter le vecteur position. Maintenant, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que contrairement à ce que nous avions avant avec un repère cartésien où les vecteurs EX et EY ne bougent pas en fonction du temps, le repère qu'on a construit, il dépend de la position du point P. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces vecteurs ER et Eθ, ils dépendent aussi du temps. Comment est-ce que je fais pour le montrer? Vous voyez que si je laisse le système évoluer entre l'instant t et un instant t plus delta t, un instant ultérieur, le point sera peut-être à cet endroit, et vous voyez que le repère que je construirai à cet instant t plus delta t, il va être un petit peu différent de celui qu'on avait à l'instant t. Mais il sera construit de la même manière. Vous voyez que le vecteur ER, il est radial toujours. Et donc ce qu'on constate, c'est que parce que
le point P s'est déplacé, eh bien, les vecteurs de base, maintenant, ils dépendent du temps. Ce qu'on peut voir aussi, et ça va nous mettre sur la piste de ce qu'on va dériver dans les minutes qui suivent, vous voyez que imaginons que le point P reste sur cette ligne, qu'il reste un θ qui est constant. Si je dessinais le système, le repère à un instant ultérieur, alors j'espère que ça va marcher. Non, ça ne marche pas. Alors quand c'est pas l'un, c'est l'autre qui ne marche pas, mais c'est pas grave. Si je dessinais le repère à un instant ultérieur, eh bien, admettons que le point P se trouve à cet endroit, le vecteur ER serait comme ceci et le vecteur Eθ serait comme ça. En d'autres termes, ces deux vecteurs, ils auraient... Évidemment, le point P se serait déplacé, mais les vecteurs ER et Eθ n'auraient pas changé d'orientation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la variation du vecteur ER et du vecteur Eθ, elle est directement liée à la variation de cet angle θ, et donc au taux de variation de cet angle θ. Parce que si θ ne varie pas, les vecteurs de base ne varient pas, et donc la variation de ces vecteurs, elle est liée à la variation de l'angle θ au cours du temps, et donc à la dérivée de θ qu'on appelle θ point. Et donc on doit s'attendre à ce que ces vecteurs, ou la dérivée des vecteurs ER et Eθ, soit quelque chose qui dépend de θ point. C'est ce que nous allons montrer tout de suite. Alors, vous voyez que ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va déterminer la manière d'écrire la vitesse en coordonnées polaires. Et vous voyez que contrairement à la position qui n'avait qu'une composante en ER, à un instant donné, la vitesse de notre point P, eh bien, c'est quelque chose dont je peux a priori rien dire. Ça aura une certaine direction, mais la vitesse, elle aura une composante le long du vecteur ER et une composante le long du vecteur Eθ. Et donc, je vais calculer ces composantes. Comment je vais le faire? Eh bien, je vais le faire en faisant du calcul vectoriel. Je vais simplement prendre le vecteur position et me rappeler que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, le calcul, le truc, c'est vraiment de dériver ce vecteur. Dériver ce vecteur, ça veut dire qu'on va devoir dériver un produit de deux grandeurs, sachant que, évidemment, la position R, elle varie au cours du temps, mais, et c'est ça qui est nouveau, le vecteur ER, il varie aussi au cours du temps, donc on va devoir calculer sa dérivée. Alors, j'écris ici que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position, c'est donc la dérivée de ce produit, et donc, je me retrouve dans une situation où je vais devoir calculer, vous voyez que la dérivée, je dois la faire porter sur les deux termes, donc le premier terme, ce sera R point, la dérivée de R par rapport au temps, fois le vecteur ER, et le deuxième terme, ce sera R fois la dérivée de ER par rapport au temps. ER est un vecteur qui varie avec le temps, donc sa dérivée n'est a priori pas nulle. Alors, on va faire ce calcul, et vous allez voir que c'est un calcul qui n'est pas très compliqué, mais qui demande d'avoir l'œil un tout petit peu exercé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord exprimer les vecteurs ER et Eθ en fonction de EX et EY. Et pour faire ceci, je vais simplement projeter ER sur EX et Y. Donc, oui. Excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi on calcule la dérivée du vecteur Eθ pour l'instant. Alors, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Mais comme je sais où je vais, à peu près, je sais que par la suite, j'aurai besoin de la dérivée du vecteur Eθ lorsque je calculerai l'accélération. Et comme le calcul des dérivées de ces deux vecteurs est exactement le même, eh bien, j'en profite pour prendre un petit peu d'avance et déjà calculer cette grandeur.
Voilà, donc, vous voyez que si je cherche à écrire ER en fonction des vecteurs EX et EY, eh bien le vecteur ER, je vais le projeter d'une part sur EX, ça va me donner cosinus θ. Je vais le projeter sur le vecteur EY, ça va me donner sinus θ. Et je vais faire la même chose pour le vecteur Eθ. C'est un tout petit peu plus compliqué parce que le vecteur Eθ, vous voyez que si je prolonge ce vecteur ici et que je regarde ce triangle rectangle, vous voyez qu'ici on aurait un angle θ. Donc lorsque je projette Eθ sur le vecteur EY, ça va me donner un cosinus θ. Et lorsque je projette Eθ sur EX, ça va me donner un moins sinus θ. Donc, j'ai trouvé l'expression de mes deux vecteurs en fonction de EX et EY. Il me reste maintenant à écrire la dérivée. Donc, ce que je vais faire, c'est dériver ces deux fonctions, tout en sachant maintenant que le EX et le Y sont constants au cours du temps, donc leurs dérivées respectives seront nulles. Et donc, je peux écrire que DER sur DT, c'est égal à... Alors, je prends déjà ce terme, je vais le dériver, ça va faire moins sinus θ fois la dérivée de sinus de θ par rapport au temps, donc ce sera θ point. Et puis, je vais faire la même chose avec le second terme, ça va me donner cosinus θ fois θ point fois EY. Très bien. Maintenant, on fait la même chose avec le second vecteur. Avec le vecteur Eθ, pardon, et ça va me donner, vous voyez que ici ça me donnait moins cosinus θ fois θ point fois EX, et la dérivée de ce terme va me donner moins sinus θ fois θ point fois EY. Alors vous me direz qu'on est bien avancé, mais c'est maintenant qu'il faut avoir un petit peu l'œil. Pourquoi ? Parce que vous voyez que dans cette expression, je peux mettre le θ point en évidence. Et vous vous rappelez que je vous ai dit, la variation de notre vecteur ER, elle dépend de θ point. Donc on est sur la piste, on suppose, on pense, on devine qu'on est dans la bonne direction. Et vous voyez que si je mets ce θ point en évidence, il va me rester, ça va donc me donner un θ point fois moins sinus θ EX plus cosinus θ EY. Et ce moins sinus θ EX plus cosinus θ EY, où est-ce que je le trouve là-dedans ? Eh bien, je le trouve ici. Et donc, ce vecteur, enfin toute cette grandeur, ce sera θ point fois Eθ. Donc là, j'ai vraiment regardé et j'ai pu montrer que la dérivée de ER par rapport au temps, elle va comme θ point fois Eθ. Ce qui est tout à fait logique, puisque si je prends un vecteur, que ce vecteur il change d'orientation, donc il tourne. Si vous vous rappelez bien, admettez que ça c'est le vecteur ER. Si le vecteur ER il tourne avec une certaine vitesse angulaire θ point, eh bien la variation de ce vecteur elle sera perpendiculaire à celui-ci, puisque le vecteur il tourne, et c'est bien ce qu'on a. On a que la variation de ER par rapport au temps, elle est dans la direction de Eθ. Donc il n'y a rien qui est vraiment neuf dans ce que je viens de vous dire. Et pareil avec le vecteur Eθ qu'on veut dériver par rapport au temps. Vous voyez que lorsque je dérive Eθ par rapport au temps, je peux mettre ici également θ point en évidence. Je peux même mettre moins θ point en évidence. Et il va me rester moins θ point fois cosinus θ EX plus sinus θ EY, qui est le vecteur ER. Et donc, et c'est ça qui est intéressant, on est arrivé avec ceci à exprimer les dérivées de nos vecteurs ER et Eθ en fonction de ER et Eθ. Parce que finalement, ce que je veux faire, c'est arriver à exprimer la vitesse et par la suite l'accélération de mon point matériel P en fonction de ER et Eθ.
Et donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant pour exprimer la vitesse, c'est simplement de remplacer, alors en l'occurrence maintenant pour l'instant, le seul terme qui nous intéresse c'est celui-ci, c'est ce DER sur dt qu'on a dans la vitesse, et donc je vais simplement le remplacer par un θ point fois E θ. Et donc je trouve tout naturellement que si j'écris la vitesse d'un point matériel P en coordonnées polaires, eh bien il y a deux composantes. Il y a une composante qui va comme R point fois ER, c'est celle-ci, et une composante qui va comme R fois DER sur dt, c'est-à-dire R θ point fois Eθ. Et donc ce que je peux faire, c'est donc vous voyez que la vitesse, elle a deux composantes, elle a une composante qui est dans cette direction, une composante qui est dans cette direction, ce qui était bien ce qu'on avait supposé à la base. Et ces deux termes, le R point, je vais l'appeler la vitesse radiale, et ce R θ point, je vais l'appeler la vitesse azimutale. Alors, on a déjà exprimé la vitesse maintenant, il nous faut encore exprimer l'accélération de notre point P en coordonnées polaires, et la procédure qu'on va utiliser, c'est exactement la même. On va dériver une seconde fois pour obtenir l'accélération. Donc alors, je réécris la vitesse. Et je vais maintenant dériver ceci par rapport au temps. Donc, vous voyez que je vais devoir dériver ces produits de fonctions. Et puis là, ce sera un petit peu plus compliqué parce qu'on a trois fonctions qui dépendent du temps. Donc ça va nous donner un terme de plus. Et donc vous voyez qu'en dérivant ce premier terme, j'aurai ici une dérivée seconde qui va apparaître fois ER, plus R point fois la dérivée de ER par rapport au temps, mais celle-là on l'a déjà calculée. Puis après, là, en dérivant le premier terme, j'aurai un R point θ point fois Eθ. En dérivant le second terme, j'aurai un R θ point point fois Eθ. Et après ça, j'aurai un R θ point fois dEθ sur dt. C'est pour ça que je l'ai calculé avant, ce dEθ sur dt. Donc, c'est ce que j'écris. Et là aussi, vous voyez que donc on a ces termes DER sur dt et de θ qui apparaissent, que je vais remplacer puisque je les ai calculés. Et en réécrivant le tout, vous voyez que j'arrive à quelque chose qui dépend de ER et de Eθ. Alors on a trois termes qui sont en Eθ et deux termes qui sont en ER. Après avoir donc remplacé ces dérivées temporelles. Et maintenant, je vais regrouper simplement les termes qui sont en ER et en Eθ. Vous voyez qu'en ER, j'aurai un R point point moins R θ point carré. Et en θ, j'aurai quelque chose qui sera un petit peu plus compliqué, puisque j'aurai un 2R point θ point, vu que ces deux termes sont les mêmes, et un R θ point point. Et donc, on a tout naturellement déterminé l'accélération d'un point matériel en coordonnées cylindriques. Avec là aussi une accélération radiale qui vaut R point point moins R θ point carré et une accélération azimutale ou tangentielle qui vaut 2R point θ point plus R θ point point. Alors, à ce stade-là, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi, bon Dieu, est-ce qu'on se tracasse à écrire une accélération sous une forme qui est a priori assez compliquée? Pourquoi? Parce que si j'avais écrit l'accélération en coordonnées cartésiennes, j'aurais simplement ici un terme qui serait x point point fois ex, et puis ici un terme qui serait y point point fois ey. Donc a priori, si j'écris en coordonnées polaires, c'est beaucoup plus compliqué. Eh bien, pour comprendre pourquoi, au final, on se simplifie la vie en écrivant les choses comme ça, je vous propose de reprendre un cas qu'on a déjà vu, c'est celui du mouvement circulaire uniforme. Alors, c'est celui que je décris ici. Et donc, un mouvement circulaire uniforme,
Si vous vous rappelez bien, c'est celui où on a un point P qui tourne à vitesse constante autour d'un cercle de rayon R avec un angle θ qui varie uniformément au cours du temps. Et si vous vous rappelez bien, on avait vu que, en faisant la cinématique, on avait vu que dans ce cas, l'accélération du point P, c'était une accélération qui était dirigée vers le centre et qui était égale au carré de la vitesse et divisée par le rayon de notre cercle. Alors vous voyez que ce que je peux faire ici, c'est directement utiliser le formalisme que je viens de vous décrire et calculer la vitesse en coordonnées polaires. Donc je peux directement la réécrire. Vous voyez que ce que je vais faire, c'est réécrire donc le terme de vitesse. Et vous voyez que dans la direction ER, eh bien, la composante qu'on avait vue, si vous reprenez la formule qui est sur la slide précédente, eh bien, il y avait un R point. Ce R point, c'est la variation du rayon auquel se trouve le point par rapport au temps. Et si on est sur un cercle, eh bien, ça veut dire que ce terme il est égal à 0. Ok ? Et vous voyez, et maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que dans le terme R θ point, eh bien, le rayon qui apparaît ici, je vais pouvoir le remplacer par le rayon du cercle, grand R, et puis le taux de variation de l'angle par rapport au temps, qui est constant, je vais l'appeler oméga, je vais appeler ça la vitesse angulaire. Et vous voyez que finalement, je peux réécrire la vitesse comme oméga, qui est rien d'autre que θ point, fois le rayon, fois le vecteur Eθ. Donc la vitesse, elle est bien tangentielle au cercle. Et donc, on a déjà quelque chose qui est plus simple, parce que si vous voulez maintenant écrire la vitesse de ce point en coordonnées cartésiennes, eh bien, vous auriez quelque chose qui serait un petit peu plus compliqué. Dans les composantes x et dans les composantes y, vous auriez explicitement des termes en sinus oméga t et cosinus oméga t qui apparaîtraient si je voulais projeter ce vecteur sur les axes x et y. Donc on aurait une écriture qui serait de fait plus compliquée en coordonnées cartésiennes qu'en coordonnées polaires. Même chose pour l'accélération. Si je reprends la formule que je viens d'établir avec vous et que je la réécris, vous voyez que la composante radiale de l'accélération, elle va comme un r point point qui est égal à 0, donc on oublie, et puis on a un r θ point carré, et on vient de voir que r θ point c'est oméga fois grand R, donc r θ point carré c'est r fois oméga carré. Donc ce terme aussi, ça devient une constante. Et si on regarde maintenant le terme qui est dans la direction θ, le terme qui est tangentiel au cercle, on a un 2r point θ point, mais r point, il est égal à 0, donc ce terme s'annule. Et puis le second terme, r θ point point, s'annule aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a fait l'hypothèse qu'on a un mouvement uniforme, et donc le taux de variation de l'angle par rapport au temps, il est constant, ce qui signifie que sa deuxième dérivée est nulle. Et donc, ce terme-là s'annule naturellement. Et donc, on se retrouve avec un seul terme dans notre accélération qui va comme r fois oméga carré fois ER. Et si vous vous rappelez bien, je peux remplacer ici la norme de la vitesse. La norme de la vitesse, c'est oméga carré R carré. Et donc, vous voyez que je peux remplacer ce oméga carré R par oméga carré R carré sur R, qui est bien ce qu'on avait au début. Et donc, je vous ai montré qu'en coordonnées polaires, eh bien, si on a un système comme celui que je viens de décrire, l'accélération s'écrit très très simplement. Il nous reste là aussi un seul terme, alors qu'on en aurait deux si on écrivait ça en coordonnées cartésienne. Donc, vous pouvez deviner que finalement, on va se simplifier la vie en écrivant ces formules. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à un cas qui est presque le même que celui qu'on vient de voir.
quasiment la même chose, sauf qu'au lieu d'être à 2 dimensions, on sera à 3 dimensions. Et je vais donc vous parler de ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est se dire, on va faire exactement la même procédure. On va le faire 3 fois aujourd'hui et évidemment, on va aller avec un taux de complexité qui augmente. Donc, on va commencer par les coordonnées cylindriques. On a augmenté un petit peu la difficulté par rapport aux coordonnées polaires, puisque on se met maintenant dans un système qui a 3 dimensions. Et vous voyez ici que je prends un repère cartésien que j'appelle O, x1, x2, x3, et je prends un point P que je veux décrire. Alors, en coordonnées cartésiennes, eh bien, tout naturellement, on va décrire la position du point P par les 3 grandeurs qu'on appellerait x1, x2, x3. Je me simplifie la vie ici en appelant tout x. Donc le x1, c'est la projection du vecteur OP sur l'axe x1, que je pourrais faire par exemple en projetant ce vecteur sur le plan x1, x2 et en reprojetant sur le vecteur x1. Même chose pour x2 et même chose pour x3. Mais ce que je peux me dire, c'est que je peux essayer de paramétriser la position de ce point différemment. Et ce que je vais faire, c'est me dire, voilà, si je prends mon point P, je vais choisir comme premier paramètre la distance à laquelle le point P se trouve de mon axe x3, de l'axe vertical. Cette distance, je l'appelle ρ, et vous voyez que je peux la trouver simplement en projetant le vecteur P sur le plan x1, x2, qui est symbolisé par ce cercle. Comme second paramètre, je vais choisir l'angle que le plan qui est défini par le vecteur ρ que je viens de dessiner et l'axe x3 fait avec le plan x1, x3. Donc vous voyez que le plan x1, x3, ce serait un plan que je pourrais symboliser comme ça. Le plan que j'appelle ρx3, ce serait un plan que je symboliserais comme ceci. Et ce qui m'intéresse, c'est simplement l'angle entre les deux. Vous voyez que ce qu'on a fait ici en prenant ce point, on prend ce point et on voit qu'on regarde la distance qu'il y a entre ce point et l'origine et l'angle que ce vecteur fait avec ce vecteur de base, c'est en fait exactement la même chose que ce qu'on a fait avec les coordonnées polaires. Ces deux coordonnées, ρ et φ, c'est exactement l'équivalent des coordonnées polaires qu'on vient de voir. Mais comme on est à 3 dimensions, eh bien, on a besoin d'une grandeur supplémentaire. Et ce sera simplement la distance qu'il y a entre le plan de base x1, x2 et notre point qui est à une certaine hauteur z. Donc la troisième coordonnée que nous allons utiliser, c'est simplement la hauteur du point qu'on appelle z. Et là aussi, donc on a trouvé les paramètres qu'on va utiliser pour décrire la position de notre point. Il faut maintenant construire un système de coordonnées et pour le faire, on va procéder de la même manière. On se répète un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord regarder quel est le lieu géométrique des points tel que, si je pars de ce point P, tel que les deux grandeurs z et puis l'axe phi, la grandeur phi, l'angle phi, restent constantes. Eh bien, si vous regardez, ce lieu géométrique, c'est simplement une droite qui est à hauteur de z et qui passe par le centre qui passe par l'axe. Et donc, c'est quelque chose qui est dans cette direction. Si je regarde maintenant le second vecteur de base, EZ, je vais choisir le lieu géométrique des points tel que les points sont à un ρ qui est constant et ils sont à un angle phi qui est constant. Et donc, vous voyez que ce vecteur, je vais uniquement varier la coordonnée en z, c'est un vecteur qui est vertical et que j'ai dessiné en bleu.
Et le troisième vecteur, eh bien, c'est la même chose. Comme le vecteur Eθ dans les coordonnées polaires, c'est celui qui est le plus difficile à imaginer parce que le lieu géométrique des points tels que la grandeur ρ est constante, ce que j'appelle aussi la ligne de coordonnées telle que seul phi varie, ce que j'appelle aussi la ligne de coordonnées ρ et z, c'est un cercle que j'ai représenté ici, et le vecteur phi, je le définis tangentiellement, passant par le point P, mais tangentiellement à ce cercle. Et donc on a construit notre système de coordonnées qu'on va appeler des coordonnées cylindriques. Pourquoi? Parce que simplement, si vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est ce cercle ici, c'est comme la base, enfin les deux extrémités d'un cylindre. Et donc ce système nous rappelle vraiment cette figure géométrique. Alors là aussi, comme précédemment, on refait la même chose. On voit que le repère de coordonnées cylindriques, c'est quelque chose qui varie avec le temps, et donc on va devoir appliquer la même procédure que celle qu'on a appliquée avant pour calculer les dérivées des vecteurs de base lorsque on voudra évaluer la vitesse et l'accélération. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, vous voyez maintenant que pour écrire le vecteur position, eh bien, c'est un tout petit peu plus compliqué que ce qu'on avait en coordonnées polaires, puisqu'on a une dimension de plus. Et vous voyez que ce vecteur OP, eh bien, alors ce qu'il faut faire, c'est le projeter le long de ces trois vecteurs, ρ, phi, ez. Et si je le projette sur le vecteur ρ, donc c'est la même chose que projeter ce vecteur sur le plan horizontal, vous voyez que ça va me donner une longueur ρ, donc la projection de OP sur le vecteur ρ, ça me donne ρ, et je fais la même chose sur le vecteur z, ça va me donner, donc lorsque je vais projeter ce vecteur là-dessus, ça va simplement me donner z. Donc j'ai déjà les deux premières coordonnées, et puis la projection du vecteur OP sur phi, elle est égale à 0, puisque le vecteur OP, il est dans le plan qui est formé par ρ et z. C'est pour ça que je n'ai pas de troisième coordonnée lorsque j'écris le vecteur position, je n'ai pas de coordonnées le long de l'axe phi. Donc on a écrit la position, le vecteur position. Ce qu'on va faire maintenant, c'est dériver ce vecteur pour évaluer la vitesse. Et donc, on va procéder de la même manière. Donc, si vous vous rappelez bien, ce qu'on avait fait dans le cas des coordonnées polaires, c'est qu'on avait écrit nos vecteurs de base qui étaient ER, Eθ en fonction des vecteurs de base x1, x2. Donc on fait la même chose ici, sauf qu'on est à 3 dimensions. Et la beauté des mathématiques fait que, si vous regardez bien, mis à part le fait qu'on a des lettres qui sont grecques mais différentes, eh bien l'expression de ρ et phi, elle est très très similaire à celle qu'on avait avant pour les coordonnées polaires. Et donc ça, c'est à peu près exactement la même chose. Et le dernier vecteur, ez, eh bien, il a une seule composante qui est le long de x3, et donc je peux écrire ez comme égal au vecteur x3. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est dériver ces trois vecteurs. Il y en a un qui sera extrêmement facile à dériver, puisque il y en a un qui sera extrêmement facile à dériver, puisque c'est celui-ci. x3, c'est un vecteur qui est constant au cours du temps, et donc ce vecteur ez, il est lui aussi constant au cours du temps. Donc je ne le calcule même pas. J'ai que dez sur dt est égal à 0. Et pour calculer les dérivées des vecteurs ρ et phi, je procède de la même manière. Vous voyez que je refais ce que j'ai fait avant pour les coordonnées polaires.
mais on trouve la même chose. Vous voyez que lorsque je dérive ici, j'aurai donc un moins phi point sinus phi x1 plus phi point cosinus phi x2, c'est ceci. Même chose pour phi, et même chose qu'avant, je peux faire apparaître ici, en mettant le phi point en évidence, j'aurai phi point fois moins sinus phi x1 plus cosinus phi x2 qui n'est rien d'autre que e phi. Et donc, je trouve que d euro sur dt, c'est phi point e phi. D'accord ? Même chose pour le vecteur e phi et sa dérivée par rapport au temps, qui est proportionnelle à e rho. Donc, on continue. Et vous voyez maintenant que je peux écrire la vitesse en coordonnées cylindriques. Pourquoi ? Parce que lorsque je vais dériver ce vecteur par rapport au temps, qu'est-ce que je vais obtenir ? Je vais obtenir un ρ point fois euro plus ρ fois d euro sur dt que je vais calculer ici. Donc j'aurai déjà ces deux termes, et puis ce terme-là, pour le dériver par rapport au temps, il y aura z point fois ez, et le deuxième terme, qui serait z fois la dérivée de ez sur dt, va s'annuler, puisque dez sur dt est égal à 0. Et c'est donc ce que je réécris sur cette slide. On a donc obtenu la vitesse en coordonnées cylindriques. Alors, dernière étape pour trouver l'accélération, on va encore une fois devoir dériver par rapport au temps. Donc on va dériver la vitesse en coordonnées cylindriques par rapport au temps. Et donc je vais dériver tous ces termes. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de termes. Donc ici, je vais avoir un ρ point point fois euro plus ρ point fois d euro sur dt que j'ai calculé. Là, je vais avoir trois termes. Le premier, ce sera ρ phi point point fois e phi, c'est celui-là. Le deuxième, ce sera celui où je dériverai ρ. Donc j'aurai un ρ point phi point e phi. Et puis le dernier terme, ce sera celui où je devrais dériver le vecteur e phi par rapport au temps. Ça va me donner un ρ phi point fois d e phi sur dt. Dernier terme, ce sera la dérivée de celui-là. Ça va me donner un z point point fois ez. Et donc là aussi, vous voyez que je peux, en regardant ces termes, je peux regrouper ceux qui dépendent de ρ, ceux qui dépendent de phi et ceux qui dépendent de z, après avoir remplacé ces deux termes dans lesquels j'ai les dérivés des vecteurs. C'est ce que je fais ici. Donc vous voyez que ce d euro sur dt, je le remplace simplement par phi point fois e phi, et ce d e phi sur dt, je le remplace par moins phi point fois euro. Et donc j'ai plus que des vecteurs ρ, phi et z. Je peux donc regrouper, et si je regarde ce que j'ai dans la coordonnée ρ, vous voyez que j'aurai ici un terme qui va aller comme ρ point point, et j'aurai encore un terme qui ira comme ρ phi point carré. C'est ce que je réécris ici. Je regarde maintenant les termes qui sont proportionnels à e phi, et j'aurai un ρ point phi point. J'en ai un deuxième ici, c'est aussi un ρ point phi point, donc j'aurai 2 ρ point phi point fois e phi plus ρ phi point point. C'est ce que j'écris là. Et finalement, il me reste uniquement le terme en z, qui est le plus simple, puisqu'on aura uniquement z point point. Et là, vous voyez qu'on a écrit notre vecteur accélération en coordonnées cylindriques. Vous voyez là aussi que c'est quelque chose qui est relativement compliqué. Je précise encore, parce que je pense que vous allez encore me poser la question, ces formules que je suis en train de dériver,
Alors je le fais parce que je pense que c'est important de les avoir dérivés une fois. Je pense que c'est encore plus important que vous les dériviez vous-même, par vous-même une fois, pour que vous compreniez la procédure, qui finalement elle n'est pas si compliquée que ça. C'est des maths qui sont un petit peu embêtants avec des tas de termes qui apparaissent, mais c'est une procédure qu'on applique et qu'on réapplique, donc c'est pas trop compliqué. Et donc je pense que c'est important que vous soyez capable de le faire, mais vous n'aurez évidemment pas besoin d'être capable de le faire pour l'examen. Et donc ce que vous allez faire, ce que je vous suggère de faire, c'est que une fois que vous avez compris bien par vous-même comment on dérive ces formules, eh bien, vous les écrivez simplement dans le formulaire de maths que vous allez pouvoir écrire. Donc là aussi, je vous rappelle qu'à l'examen, le règlement, enfin la règle, dit que vous pouvez établir par vous-même un formulaire de maths. Ce sera une page A4 manuscrite, donc ce n'est pas une page imprimée, c'est une page manuscrite que vous avez faite vous-même pour écrire au moins une fois les formules, donc qui fait une page A4 recto verso et sur laquelle vous mettez ce que vous voulez. Toutes les formules que vous voulez mettre, vous pouvez les mettre. Il y a des gens qui viendront vérifier que vous n'avez pas exagéré, mais a priori, vous avez droit vraiment de mettre ce que vous voulez. Donc typiquement, la formule de l'accélération en coordonnées cylindriques, c'est une formule qui ne sert à rien, mais strictement à rien de mémoriser. Et donc, vous l'écrivez dans votre formulaire. Si vous en avez besoin dans un problème, vous sortez votre formulaire et vous la ressortez. Mais faites quand même bien attention de ne pas faire de faute en la recopiant. Hein. J'ai vu des gens qui avaient des formulaires dans lesquels cette formule était écrite faux, et donc forcément qui partaient mal pour la résolution des problèmes. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette partie. Dans la seconde partie, on va regarder une manière de dériver, de trouver comment on peut faire pour trouver la dérivée d'un vecteur. Ce sera la formule de Poisson. Voilà, vous pouvez regagner vos places. Alors, on en est au stade où on a trouvé ce que valent la position, la vitesse et l'accélération en coordonnées polaires et en coordonnées cylindriques. Vous voyez qu'on a une recette qui consiste à déterminer comment on va paramétriser un point en coordonnées polaires ou cylindriques. Après ça, on construit un repère, un système de coordonnées qu'on a appelé soit polaire, soit cylindrique jusqu'à présent. Et puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on doit calculer la dérivée des vecteurs de base de nos nouveaux systèmes de coordonnées par rapport au temps. Oui ? En fait, j'ai pas compris pourquoi la composante EZ dans l'assomption était constante. Je comprends rien du tout. Je comprends pas pourquoi vous avez dans l'assomption que la composante EZ était constante au départ. Oui, alors la question c'est pourquoi est-ce que la composante EZ est constante? Alors il faut bien faire attention de différencier la grandeur Z du vecteur EZ. Alors je ne sais pas si la caméra pourra voir quelque chose ici, mais imaginez que ce système de coordonnées que j'ai décrit, que j'utilise ici, ça ce serait le système x1, x2, x3. Imaginez maintenant que ça c'est mon système de coordonnées cylindriques qui dépend de la hauteur du point, qui dépend de l'angle phi,
d'accord, et qui dépend du rayon auquel on se trouve. D'accord. Donc je prends ici un vecteur et je le dessine comme ceci. Alors ce qu'on constate, c'est que le vecteur que j'ai appelé x3, le vecteur vertical, et le vecteur que j'appelle EZ, ils sont toujours parallèles l'un à l'autre, quelle que soit la position de ce repère. Et donc ça veut dire que ce vecteur aura toujours les mêmes composantes dans leur système x1, x2, x3, des composantes qui seront égales à 0, 0 et 1, puisque ce vecteur n'a pas de composante là le long, ni là le long, mais qu'il a une composante parallèle à ce vecteur qui est toujours égale à 1. C'est pour ça que je dis que le vecteur EZ est constant au cours du temps. OK ? Voilà. Alors, donc, dans la recette qu'on applique, il s'agit de calculer la dérivée des vecteurs de base par rapport au temps. Et puis nous, alors, on l'a fait en écrivant directement les vecteurs dans leurs coordonnées x1, x2, x3, et en dérivant et en identifiant. C'est une manière qui est très efficace, qui fonctionne très bien. Il y a une manière qui est un tout petit peu plus élégante et qui va nous servir énormément par la suite, c'est celle qu'on obtient en dérivant ce qu'on appelle la formule de Poisson. La formule de Poisson, c'est quelque chose qui va nous permettre de trouver la dérivée d'un vecteur dont les composantes sont constantes dans un certain référentiel. Alors, imaginons que j'ai toujours mes vecteurs x1, x2, x3, que j'ai les vecteurs de base euro, phi et ez. Et maintenant, dans ce système de coordonnées, je vais prendre un vecteur que je vais appeler epsilon et qui aura lui-même toujours les mêmes coordonnées dans ce référentiel, dans ce système de coordonnées, pardon. Donc, il ne va pas bouger au cours du temps par rapport à ces trois vecteurs. C'est-à-dire que quand ce système va se déplacer, quand mon point va évoluer, on va avoir quelque chose qui va se déplacer comme ceci. D'accord ? Avec un mouvement dans ce plan-là, avec un mouvement vertical, avec un mouvement azimutal. Mais les composantes de ce vecteur que j'appelle epsilon, elles seront toujours les mêmes dans le référentiel, dans le système de coordonnées ER, Eθ et phi et EZ. Pardon, là il y a une petite faute. Là, ça doit être un... Là, c'est un E phi. Et donc, c'est par le dessin, ce que je viens d'essayer de vous montrer avec ces mécanos. Donc, vous voyez que le vecteur epsilon, si je l'écris dans le système de coordonnées ER, E, phi et EZ, je vais l'écrire comme ces trois composantes qui multiplient chaque fois le vecteur euro, phi et EZ. Et donc, ce que je vais faire, c'est considérer que ces trois composantes sont constantes au cours du temps. C'est exactement ce que je viens d'essayer d'illustrer. Et donc, vous voyez que par exemple, ce vecteur epsilon dont je viens de parler, ça pourrait être celui qui relie deux points d'un solide. D'accord ? C'est même la définition d'un solide qu'on verra plus tard. Et donc si maintenant je veux dériver le vecteur epsilon par rapport au temps, eh bien je vais procéder exactement de la même manière. Donc je vais devoir dériver ces trois grandeurs. Je vais donc d'abord dériver ces trois vecteurs. Je vais avoir un epsilon rho fois d euro sur dt, plus epsilon phi de phi sur dt, plus epsilon z fois dez sur dt. Donc je vous rappelle que c'était 0. Et puis, je devrais a priori aussi tenir compte de la dérivée de epsilon rho par rapport au temps. Donc je devrais avoir ces trois termes qui apparaissent ici.
Mais par définition, par construction, comme epsilon rho, epsilon phi, epsilon z sont constants, leurs dérivées sont égales à 0. Et donc, dans ma dérivée de vecteur ici, ces trois termes vont s'annuler. C'est ce que je regarde ici. Et donc maintenant, je vais vraiment faire le calcul. Alors, donc, si vous vous rappelez bien, nous, on a déjà vu qu'en coordonnées cylindriques, les dérivées des vecteurs euro et phi, on les a déjà calculées. On ne va pas le refaire. Mais maintenant, vous voyez que donc, dans la dérivée de mon vecteur epsilon, il n'y a plus que 3 termes sur les 6 que nous avions. Le premier terme, je vais pouvoir le remplacer par phi point fois phi. Là, il y a une petite faute aussi. Là, c'est un phi. Plus, et le second terme, le dE phi sur dt, qui est là, je vais le remplacer par moins phi point fois rho. On a déjà calculé tout ça, donc on ne va pas le refaire. Et puis, le dernier terme, il sera égal à 0, puisque, comme on vient encore de le montrer, la composante, le vecteur EZ, il est constant au cours du temps. Et donc on obtient tout naturellement que la dérivée du vecteur epsilon, elle dépend que de ce phi point, et on voit aussi qu'elle est perpendiculaire à EZ. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de composante le long de EZ. OK. Et maintenant, je vais faire un truc. Après quand même avoir souligné qu'on obtiendrait exactement le même résultat, quel que soit le déplacement du point P dans un plan qui serait formé ici par cet axe vertical et l'axe et la droite qui relie le point P au plan XY en l'occurrence, vous voyez que si je déplace P n'importe comment dans ce plan, eh bien, le vecteur epsilon ne va pas varier dans le temps parce que comme je reste dans ce plan, ça voudra dire que la coordonnée en phi du point P sera toujours la même. Et donc le phi point sera égal à 0. Et donc quel que soit le mouvement de ce point P dans ce plan, eh bien, la dérivée temporelle de epsilon sera égale à 0. Alors, je vais essayer de le réillustrer ici. Vous voyez que je redessine mes deux systèmes de coordonnées, cartésienne et cylindrique. Je prends un vecteur epsilon et je considère ce plan. Et vous voyez que je me déplace n'importe comment dans ce plan, mais les composantes de ces trois vecteurs dans le système de coordonnées cartésiennes ne changent pas. Ces trois composantes sont toujours les mêmes, et donc la dérivée du vecteur est égale à 0. Ça, c'est uniquement pour illustrer le fait que le point peut se déplacer dans le plan phi égale constante sans que ça influe sur la dérivée du vecteur. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est me dire, je vais définir ce que j'appelle un vecteur de rotation. Ce vecteur de rotation, je vais l'appeler oméga. Je vais lui donner une direction aussi. Et cette direction, elle sera le long de l'axe vertical, le long de EZ. Et il sera proportionnel à la dérivée de l'angle phi par rapport au temps. Et donc, je définis que mon vecteur de rotation, je le définis le long de l'axe EZ, ici, et je lui donne une amplitude qui n'est pas 1, mais qui est proportionnelle à la variation de cet angle par rapport au temps. Vous voyez que si le point, comme on vient de le montrer, se déplace dans le plan qui est défini par EZ et puis cette droite verticale ici, eh bien vous voyez que ça correspondrait à un phi point qui est égal à 0, et donc on n'aurait pas de rotation. La rotation, elle viendra uniquement du fait que le point P a un angle phi qui peut a priori changer avec le temps.
Vous voyez que si je me mets à un z qui est constant, à un r qui est constant, eh bien, le point P va se déplacer sur un cercle de rayon ρ, et puis il va se déplacer avec une vitesse angulaire qui sera rien d'autre que phi point, que j'appelle aussi oméga. C'est pour ça que je définis le vecteur rotation dans cette direction. Et ce que je vais faire maintenant, c'est calculer le produit vectoriel entre le vecteur oméga, le vecteur de rotation que je viens de définir, et mon vecteur epsilon. Alors pourquoi est-ce que je choisis de faire cette opération? C'est parce que je connais le résultat. Donc ne me demandez pas ce qui m'a donné l'idée de faire ça. C'est simplement que je connais le résultat. Donc je vais faire le calcul avec vous. Et vous voyez que lorsque je vais calculer ce produit vectoriel et que je vais exprimer les composantes, vous voyez que dans la direction ρ, j'aurai un terme qui ira comme 0 fois epsilon z moins phi point fois epsilon phi. C'est ce terme. Dans la direction EZ, vous voyez qu'on aura 0 fois E phi moins 0 fois euro, ça va donner 0. Et dans la direction E phi, j'aurai 0 fois epsilon z moins phi point fois euro. Je vais encore devoir changer le signe puisque c'est la deuxième composante et j'aurai donc un epsilon rho fois phi point fois e phi. Bon, vous me direz, ça ne nous a pas énormément avancé par rapport à ce qu'on a fait avant, mais je constate ici que c'est exactement la dérivée du vecteur epsilon tel qu'on l'avait calculé à la slide précédente. Donc je vous rappelle que sur la slide précédente, on avait montré que d epsilon sur dt est égal à... on avait exactement le même résultat, moins epsilon phi fois phi point fois euro plus epsilon rho fois phi point fois e phi. Et donc on arrive à une formule, je vous réponds tout de suite, qu'on appelle la formule de Poisson, qui dit simplement que si on a un vecteur dont les composantes sont constantes dans notre système de coordonnées cylindrique en l'occurrence, eh bien la dérivée de ce vecteur par rapport au temps, on peut l'exprimer comme le produit vectoriel entre un vecteur de rotation qui dépend de l'angle phi et qui est orienté le long de l'axe z, multiplié par notre vecteur epsilon. Oui ? Le vecteur epsilon ici, est-ce qu'il représente la vitesse Il ne représente rien du tout. C'est juste un vecteur que je choisis, c'est un vecteur quelconque. Ce n'est pas une vitesse, ce n'est pas une position, c'est dans mon référentiel, dans mon système de coordonnées, cylindrique, c'est un vecteur qui aurait des composantes qui seraient constantes. Alors, lorsque on va faire la dynamique du solide, par exemple, eh bien, ce vecteur epsilon, ça représentera n'importe quel point. Alors, ce qu'on dira, c'est que dans notre solide, on peut définir un point de référence qui serait par exemple le centre de gravité ou bien n'importe quel point du solide. Et pour représenter la position de n'importe quel point du solide, eh bien, on aura la position de référence plus un vecteur epsilon. Et donc ça représentera un point du solide. Et si le solide est bien solide, sa définition c'est que la distance entre les deux points ne change pas. Et donc je pourrais directement calculer la dérivée temporelle de n'importe quel vecteur qui appartient au solide. Ça c'est quelque chose qu'on va utiliser, on va beaucoup l'utiliser. D'accord ? Mais pour l'instant, ce vecteur epsilon, il veut pas dire grand-chose. Ce vecteur epsilon, ça pourrait très bien être celui-là ou celui-là.
D'accord? Puisque le vecteur epsilon, je choisis simplement de telle sorte que ses composantes soient constantes. Ces composantes, ça pourrait être 1, 0 et 0. Et vous voyez que le calcul qu'on a fait des dérivés de nos vecteurs de base, au lieu de m'embêter à faire tous les calculs que j'ai faits, j'aurais simplement pu faire un produit vectoriel entre le vecteur de rotation et un de mes vecteurs de base. Donc vous voyez que si j'applique cette formule de Poisson, et dans le cours, je pense que cette formule-là, elle est dans le top 5 des formules les plus importantes. Donc je vous conseille vraiment de ne pas passer trop de pas trop la sauter, cette formule, parce qu'elle est vraiment importante. Donc vous voyez que si je veux calculer maintenant la dérivée de euro par rapport au temps, eh bien, je vais devoir faire le produit vectoriel entre ce euro qui serait ici et puis le vecteur rotation. Ça va me donner donc que la dérivée temporelle de euro, c'est oméga qui est vertical, multiplié par euro, c'est celui-ci, et vous voyez que c'est quelque chose qui est dans la direction de e phi. Ça, on le voit instantanément. Si je veux dériver maintenant le e phi par rapport au temps, je vais faire oméga multiplié par ce oméga multiplié par e phi, j'aurai quelque chose qui sera comme ça, et on va obtenir un vecteur qui sera dans la direction moins euro, ce qui est exactement ce qu'on avait obtenu. Et donc, au lieu de faire tous les calculs, j'aurais simplement pu faire ceci, ça aurait été finalement beaucoup plus simple. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi permis d'introduire, de donner quelques notions préliminaires sur les rotations. Lorsque on parle de rotation, eh bien, on a toujours un axe de rotation. L'axe de rotation, c'est celui qui laisse des points fixes. Donc les points de l'axe de rotation ont une position qui n'évolue pas au cours de la rotation. Et puis, on parle aussi de vitesse angulaire, c'est simplement la norme de notre vecteur de rotation. Donc, si vous prenez l'exemple d'une roue qui tourne, eh bien, c'est très facile de trouver l'axe de rotation, parce que l'axe de rotation, ce serait simplement l'axe de la roue, et puis le vecteur de rotation, ce serait quelque chose qui serait proportionnel à la vitesse de rotation de la roue et qui serait dans la direction de l'axe de rotation. Donc c'est un truc mnémotechnique qui est extrêmement simple à mémoriser. Voilà, donc ceci c'est une slide que je vous montre pour vous dire comment est-ce qu'on peut imaginer qu'à n'importe quel moment, un vecteur qui a une longueur constante peut être décrit par une rotation. Ce que je fais ici, c'est que je prends un vecteur epsilon dont l'amplitude est constante au cours du temps. Et vous voyez que de manière tout à fait générale, je peux le représenter à 3 temps qui sont différents, que j'ai indexés par t, t plus 1 delta t, et puis t plus 2 delta t. Comment est-ce que je peux voir que ce vecteur est en rotation? Alors ce que je vais faire d'abord, c'est prendre les origines de ces 3 vecteurs et puis les faire coïncider. Et puis ce que je vais faire ensuite, c'est me dire, voilà, je vais prendre les extrémités de ces 3 vecteurs, et ces 3 extrémités, ces 3 points, d'abord, ils sont dans le même plan, forcément, puisque un plan est défini par 3 points, mais aussi, ce que je peux faire par 3 points, c'est faire passer un cercle. Je peux toujours faire ceci. Et donc c'est l'exercice que je fais ici, alors que c'est en 3 dimensions, donc le cercle il a la forme d'une ellipse. Mais vous voyez que lorsque je regarde juste le vecteur epsilon et son évolution, eh bien, il tourne sur un cercle, et si je prends le centre de ce cercle et la perpendiculaire au cercle, ça va me donner le vecteur de rotation. Ça, c'est simplement
quelque chose qui me permet de dire que l'évolution d'un vecteur constant, je peux toujours la décrire comme une rotation et je peux construire ce vecteur de rotation. Voilà. Donc cette formule, c'est quelque chose qui est très important et qu'il faudra mémoriser ou en tout cas écrire dans votre formulaire. Donc vous voyez que ce que je viens de vous dire, c'est que tous les calculs que nous avons faits, pour trouver les dérivées des vecteurs de base dans un système de coordonnées cylindriques, j'aurais pu le faire beaucoup plus simplement. Et j'aurais simplement pu le faire de cette manière, en faisant un produit vectoriel plutôt que des longs calculs avec des dérivés. Alors voilà, maintenant on va vraiment entamer le plat de résistance de ce cours. C'est la chose la plus compliquée, mais ce qu'on va faire, c'est passer en coordonnées cylindriques, en coordonnées sphériques, et ce qu'on va faire, c'est considérer ici qu'un point P, on va le paramétriser. Alors, ça vaut quand même la peine de sortir ça. Vous voyez qu'on va le paramétriser aussi par des grandeurs qui sont différentes. On va paramétriser ce point par la distance qu'il y a entre notre point matériel et l'origine. C'est à peu près la même chose qu'on avait avant. Et vous voyez que cette distance, je la représente ici. On va aussi utiliser comme paramétrisation l'angle qu'il y a entre notre vecteur position et l'angle vertical. On va appeler ça θ. Et finalement, on va aussi utiliser cet angle phi où vous voyez que ici, par exemple, j'aurais EZ, EX et EY seraient comme ceci. Donc on a une paramétrisation qui est encore un petit peu différente de celle qu'on avait en coordonnées cylindriques. Et la construction de nos vecteurs de base, elle est également un petit peu plus compliquée. Pourquoi ? Parce que le premier vecteur ER, eh bien, c'est celui qui est le plus simple à construire. Il est simplement dans cette direction. Le vecteur Eθ, il est tel qu'il doit passer par ce point-là. Il doit être dans le plan phi égale constant, qui est celui-là, et il doit être perpendiculaire à R. Et donc, le vecteur Eθ, c'est un vecteur qui est orienté comme la flèche que j'ai dessinée, que j'utilise ici. Donc celui-là, il est un petit peu plus compliqué à se représenter. Et maintenant, le vecteur E phi, il doit être dans un plan tel que θ est constant. C'est un plan qui est horizontal, d'accord ? Parce que pour tous ces points, l'angle θ est constant. Il doit être perpendiculaire à ER et à Eθ. Et donc, c'est un vecteur qui sera comme ceci. C'est un vecteur dans ce plan qui est horizontal. Et donc, alors là, dans les notes, j'ai refait le même exercice. J'ai recalculé toutes les composantes des vecteurs, de mes nouveaux vecteurs Eθ, Eφ et ER. Je dérive aussi ces composantes et vous allez voir que c'est quelque chose qui peut être relativement long à faire parce que on a de plus en plus de termes. Donc là aussi, comment je fais dans le principe pour exprimer les vecteurs ER, Eθ et Eφ en fonction des grandeurs x1, x2, x3, eh bien, ce que je dois faire, c'est simplement projeter le vecteur. Alors, pour trouver la composante le long de x1, ben, je vais projeter le vecteur ER sur x1. Donc, formellement, je prends ce vecteur ER et je dois le projeter sur ce vecteur. Comment est-ce que je fais ça? Ben, je projette d'abord le vecteur dans ce plan, dans le plan x1, x2. Ça va me donner un sinus θ. Et puis après, j'aurai
un vecteur ici qui aura la longueur sinus θ, et pour trouver sa projection sur le vecteur x1, je vais encore devoir le projeter dessus, donc je vais devoir multiplier par cosinus de phi. Donc vous voyez que ce terme x1 fois ER, eh bien c'est rien d'autre que sinus θ fois cosinus phi. Je vais faire la même chose avec tous les vecteurs. Alors si vous voulez, on peut encore en prendre un autre. Si j'essaye de projeter maintenant le vecteur ER sur x2, je fais la même chose, je projette ER dans le plan x1, x2, ça me donne sinus θ, et après je dois projeter ma projection sur le vecteur x2, ce qui va me donner sinus phi. Projeter le vecteur ER maintenant sur mon dernier vecteur de base sur x3, vous voyez qu'on a simplement un angle θ entre les deux, et là je trouve simplement cosinus θ. Même chose pour les deux autres vecteurs, je vais pas le faire ici, ça prendrait trop de temps. La chose qui est très intéressante et que vous allez voir en algèbre linéaire si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est que une fois que j'ai établi les relations qui me permettent de passer qui me permettent de déterminer les vecteurs ER, Eθ, Phi en fonction de x1, x2, x3, vous voyez que c'est une notation dans laquelle j'ai a priori 9 termes, il n'y en a que 8 qui sont différents de 0. Mais si je veux établir les relations inverses, soit je peux faire les calculs et puis projeter maintenant, ce que je vais devoir faire après ça, c'est projeter non pas le vecteur ER sur x1, x2, x3, mais projeter le vecteur x1 sur ER, Eθ, Eφ. Et vous voyez que ce calcul, je l'ai déjà fait. Pourquoi ? Parce que le vecteur x1 projeté sur ER, je l'ai déjà calculé. Le vecteur x1 projeté sur Eθ, je l'ai aussi calculé et je l'ai aussi calculé. Mais dans les relations inverses, vous voyez que je vais simplement devoir transposer ces relations. Et ces trois termes ici, c'est ceux qu'on retrouve là. Là, vous voyez que ce cosinus θ, cosinus phi, je le retrouve là, et puis le moins sinus phi x1, je le retrouve ici. Tout ça, c'est simplement lié au fait que le produit scalaire, donc le produit entre deux vecteurs, c'est quelque chose qui est commutatif, et ER fois x1, c'est la même chose que x1 fois ER. Donc passer d'un système à l'autre ou de l'autre au premier, c'est exactement la même chose, il suffit de transposer la matrice qui est formée de ces 9 termes pour trouver la matrice de changement inverse. Et donc, sans faire aucun calcul, j'ai trouvé ici j'ai établi les formules qui me permettent de déterminer les vecteurs x1, x2, x3 en fonction de ER, Eθ et Ez. Alors, ça c'est un calcul que je fais normalement au tableau, mais je me trompe à chaque fois. Parce que évidemment, c'est impossible de ne pas se tromper à 10h du matin quand on fait ce genre de choses. C'est pour ça que, vu que la mécanique elle est bien huilée maintenant, je vous propose, vous, de faire ce calcul. Mais tranquillement chez vous, vous allez vous tromper peut-être une ou deux fois, c'est pas grave. C'est important de le faire une fois. Et donc, je vous réexplique la manière dont on va procéder. On va être fatalement intéressé à établir les dérivés de nos vecteurs de base en fonction du temps. Vous voyez que ici j'ai les formules qui me permettent de passer de l'un à l'autre et vice-versa. Et donc lorsque je veux calculer le DER sur dt, je vais devoir calculer des dérivés de plus en plus compliqués. Vous voyez que la dérivée de ER par rapport au temps, vous voyez que j'ai ici deux termes à dériver, donc ça va me donner ces deux termes. Je vais devoir dériver tout ça, ça va me donner ceci, et je vais encore devoir dériver le dernier terme, ça va me donner un moins θ point fois sinus θ fois x3. Il y a de quoi avoir mal à la tête, je vous l'accorde, mais vous voyez que ensuite de ça, on peut
regrouper les termes. Alors là encore, il faut avoir un petit peu l'œil. Et l'idée, c'est que dans nos termes, on veut essayer de faire réapparaître nos grandeurs ER, Eθ et EZ. Alors, finalement, ER, Eθ et Eφ, pardon. Et finalement, lorsque vous ferez le calcul, vous obtiendrez que la dérivée de R par rapport au temps, c'est simplement une combinaison de Eθ et de Eφ. C'est donc un petit peu plus compliqué que dans les coordonnées polaires et cylindriques. Et de même, pour la dérivée de Eθ et de Eφ, on peut les exprimer aussi en fonction de nos grandeurs ER, Eφ et éventuellement Eθ. Donc là, c'est beaucoup de calculs, c'est embêtant, mais on est sûr d'arriver au bon résultat. Donc ça c'est bien. Et je me dis maintenant, mais à quoi est-ce que ça sert que je vous ai donné la formule de Poisson si on peut pas directement l'appliquer? Alors oui, on peut l'appliquer, mais c'est un tout petit peu plus compliqué d'identifier bien les rotations que l'on a dans un système de coordonnées sphériques. Et on peut le voir, alors je vais pas le faire avec vous, mais on peut voir que l'évolution d'un point en coordonnées sphériques, c'est la somme de deux rotations. Il y a une rotation qui se fait le long d'une ligne que j'ai dessinée en bleu ici. C'est une rotation qui se fait avec un angle θ. Donc si je reviens à ce système, vous voyez que l'évolution de ce point P, en admettant qu'il reste sur la sphère, mais ce n'est pas nécessaire, eh bien, j'ai une rotation qui se fait dans ce plan que je dessine, qui se fait avec une vitesse angulaire qui serait θ point. Et puis, vous voyez que le point, il peut aussi évoluer le long d'un cercle. Le long de ce cercle, ici, ce serait l'équivalent d'un parallèle sur la Terre, et il tourne autour de l'axe Z avec une vitesse angulaire qui est la dérivée de phi par rapport au temps, c'est phi point. En toute généralité, exactement de la même manière. Donc on a deux rotations, je répète, on a une rotation sur un méridien, et puis une rotation sur un parallèle avec une vitesse angulaire qui est phi point, alors que le long du méridien c'est θ point. Et donc vous voyez que ce vecteur de rotation, on arrive facilement à l'exprimer parce qu'il est le long de EZ, mais maintenant il faut, ou de x3 pardon en l'occurrence, et donc comme je veux exprimer ce vecteur de rotation le long en fonction de ER, Eθ et éventuellement Eφ, je dois trouver l'expression de x3 en fonction de Eθ et ER que je vous avais donné à la slide précédente. Et donc finalement, si je voulais écrire mes dérivées de vecteurs à l'aide de la formule de Poisson, ce que je ferais, c'est que je me dirais, et je vous le donne sans démonstration, que la rotation totale de mon point P, c'est la somme de deux rotations, et la propriété qu'on démontrera plus tard dans le cours, c'est que lorsqu'on a deux rotations, le vecteur de rotation qui correspond à la somme des deux rotations, c'est la somme des deux vecteurs de rotation. Et donc, dans notre cas, on a un premier vecteur de rotation autour de l'axe x2, autour de l'axe Eθ, et une seconde rotation autour de l'axe Z, et donc notre vecteur de rotation totale, il prend cette forme qui est un petit peu compliquée, mais qui nous permet toujours de calculer facilement les dérivées temporelles des vecteurs de base en utilisant la formule de Poisson. Alors, tout ça c'était pour vous montrer que finalement,
voyez que j'ai aussi fait le calcul ici. Si je considère le vecteur de rotation que je viens de vous donner, eh bien les calculs de mes trois dérivées temporelles, au lieu que ce soit la page de calcul que je vous ai montré, c'est 3 lignes, c'est donc beaucoup plus simple. Et maintenant, on est totalement équipé pour trouver la vitesse et l'accélération en coordonnées cylindriques. Vous voyez qu'on va d'abord exprimer le vecteur position. Alors le vecteur position, eh bien, comme dans le cas des coordonnées polaires, on voit qu'il a une seule composante. Cette composante, elle vaut R et elle est dans la direction du vecteur ER. D'accord ? Le vecteur OP, il n'a pas de composante dans la direction de θ puisqu'il est perpendiculaire à θ, et il n'a pas de composante dans la direction phi puisqu'il est aussi perpendiculaire à phi. Et donc maintenant il me suffit de dériver, c'est exactement la même recette qu'on applique. Et donc pour trouver la vitesse, je vais dériver la position, ça va me donner R point fois ER plus R fois DER sur DT. Le DER sur DT, on a sa formule, c'est celle que je vous ai donnée avant, et donc il suffit de remplacer pour trouver que la vitesse maintenant, elle a une forme qui est de plus en plus compliquée, mais qui a des composantes dans les trois directions. Okay. R point dans la direction ER, R θ point dans la direction Eθ et R phi point sinus θ dans la direction phi. Vous voyez que si je faisais ça au tableau, je m'arracherais les cheveux, quoi. Et donc ces trois composantes de la vitesse, je peux les appeler vitesse VR, Vθ et Vφ. Dernière chose qu'il nous reste à faire, mais maintenant qu'on a la recette, eh bien c'est toujours des calculs, mais il n'y a rien de compliqué là-dedans. On va trouver l'accélération en coordonnées sphériques. Je dois donc dériver la vitesse. Je refais exactement la même chose, mais je vais devoir dériver maintenant quelque chose qui est de plus en plus long. C'est pour ça qu'il y aura de plus en plus de termes. Et vous voyez que j'ai ici en haut regroupé les termes qui ne font pas apparaître encore les dérivées temporelles des vecteurs. Et ces dérivées temporelles, je les ai regroupées ici en bas. Et donc, il suffit de faire tourner la manivelle. On écrit toutes ces grandeurs. C'est compliqué, on se trompe, mais on se corrige. Et à la fin, on arrive, après avoir exprimé donc les dérivées temporelles en fonction des vecteurs ER, Eθ, Eφ, on arrive à écrire une formule qui est très longue, très compliquée, mais dans laquelle on peut directement identifier Eθ et Eφ et donc regrouper. Et voici ce qu'on obtient pour la formule de l'accélération en coordonnées sphériques. C'est probablement une des deux formules les plus compliquées de ce cours. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin, je le répète, de la mémoriser. Ça ne sert strictement à rien de la mémoriser. Par contre, il faut l'écrire dans votre formulaire. Vous voyez, je vais vous donner ici un exemple d'un mouvement qu'on regarde en coordonnées sphériques. C'est celui qu'on a dans cette demi-sphère. Vous voyez que c'est un mouvement qui, a priori, peut être assez compliqué. Alors, voilà. Donc ce que je fais, c'est simplement que je lâche la boule ici. Alors évidemment, j'ai eu de la chance parce que vous voyez que dans le mouvement qu'on a eu là, eh bien, si j'essaie de le décrire en coordonnées sphériques, vous voyez qu'on a avant tout un système de
d'oscillation, dans lequel, lorsque je vais exprimer l'accélération, eh bien, je vais pouvoir dire que le R est constant, donc le R point et le R point point sont égaux à 0. Mais vous voyez aussi que le mouvement s'est fait plus ou moins sur un méridien, et donc je vais aussi pouvoir dire directement dans cette formule que le phi était constant, donc le phi point était égal à 0, donc le phi point point est égal à 0. Et vous voyez qu'il y a énormément de termes qui s'annulent. Le seul qui ne s'annule pas dans ce système, c'est le θ en fonction du temps. D'accord ? Et donc, vous voyez qu'un système comme ça, c'est un mouvement qui est absolument naturel à décrire en coordonnées sphériques. Alors, on peut même le décrire de manière un peu plus compliquée. Vous voyez que ce serait... Ici, on a un mouvement qui n'est plus plan. Et donc, si je voulais utiliser les coordonnées sphériques ici, je devrais explicitement garder le fait que l'angle phi est une fonction du temps, donc phi point et phi seconde sont différents de 0. Il y a encore un mouvement qui est très simple à décrire en coordonnées polaires, c'est celui d'un pendule. Vous voyez que dans le pendule, si j'utilise les coordonnées polaires et que je place l'origine ici, vous voyez que la boule, elle se trouve toujours à une distance r du centre et que finalement, j'ai besoin d'un seul paramètre pour décrire le mouvement, c'est l'angle que le fil y fait avec la verticale. Donc, si je voulais décrire le mouvement en coordonnées cartésiennes, je devrais explicitement tenir compte de l'équation en x et de l'équation en y, en faisant l'hypothèse qu'on a un mouvement qui est plan, bien évidemment, alors qu'en coordonnées polaires, eh bien, une seule équation me suffit. Et je me suis donc simplifié la vie. Voilà, merci beaucoup, on se retrouve mardi prochain.